Ça a coûté 320 millions. Bah, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce live consacré à l'état électrique, The Electric State des frères Rousseau, avec Chris Pratt, Millie Bobby Brown et tout un tas d'acteurs qui, à mon avis, sont responsables du budget. Euh, Parce que sur un budget comme ça, la vache, 320 millions. Comment ça va, messieurs, dames, donc, pour ce live critique du soir d'un film qui est sorti sur Netflix très récemment, puisqu'il est sorti, je crois, vendredi 14, The Electric State, qui est juste là. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Chris Pratt et Millie Bobby Brown, évidemment, en tête d'affiche. Un film qui était quand même attendu par pas mal de monde, faut être honnête, par ceux qui sont assez curieux du travail des frères Rousseau, parce que les frères Rousseau, vous les connaissez, c'est évidemment Marvel, les Avengers, etc. Par ceux qui sont aussi curieux de la proposition que ça pouvait véhiculer, puisque c'est vrai que moi, ayant vu les bandes annonces, je partais pas du principe que le film allait être un four. J'avais vu que Rotten Tomatoes met des 10% d'avis favorables. On s'est remonté à 15, mais c'est pas terrible. Mais personnellement, moi, la bande-annonce m'avait quand même plutôt intrigué pour pas mal de points. Je trouvais que les thématiques pouvaient être intéressantes. Et puis, et surtout, d'un point de vue créatif, c'est quand même donc tiré d'un roman graphique qui est acclamé par les foules. Même j'ai vu grâce à Preach ou Papy, je me souviens plus sur Instagram qu'il avait publié, même des mecs comme Hideo Kojima, la tête pensante de Death Stranding, etc. Et bah discuter donc de The Electric State, le roman graphique en disant que c'était exceptionnel, etc. Donc c'était forcément peut-être attendu au tournant. Et c'est vrai que voilà, on avait quand même plusieurs dimensions sur le film, on en parle depuis très longtemps, dimension de hype. C'est quand même un long métrage qui coûte 320 millions hors marketing, j'imagine même pas avec 320 millions hors marketing de budget. Ça a coûté très cher, ce qui est donc le budget le plus important de l'histoire de Netflix, il faut le savoir. Netflix qui a quand même eu, The Irishman, etc. Enfin, je veux dire, ils ont eu pas mal de bons films, pas mal de films qui, à mon avis, devaient coûter relativement cher. 320 millions. Je pense que Bright, par exemple, avec Will Smith et Joel Edgerton, devait coûter pas mal non plus. Peut-être qu'Annihilation coûtait une petite somme. The Irishman. On peut penser à Triple Frontière. Enfin bon, il y a pas mal de films comme ça qui devaient avoir des budgets divers et variés, mais Netflix maintenant commence à pouvoir mettre de l'argent dans ses grosses productions. C'est la plus grosse production de l'histoire de Netflix et c'est l'une des plus grosses productions de l'histoire du cinéma tout court. 320 millions. Pour vous donner un ordre d'idée, Jurassic World premier du nom, c'était 150 millions. Jurassic World Fallen Kingdom, me semble-t-il, c'était 180 millions, à peu près. Donc c'est vous dire qu'on est plus du double. Bright a été à 106 millions de budget. Bright, 106 millions, c'est pas mal. Pour l'époque, Sean, il faut remettre ça. Netflix sort un projet comme ça. Netflix n'a pas encore la notoriété qu'il y a aujourd'hui et peut-être pas encore les moyens que Netflix a aujourd'hui. Pour l'époque, 106 millions, c'est un gros budget, parce que c'est sorti il y a un petit moment. Pour Netflix, c'était déjà bien. Donc on est déjà sur... Mais là, on est voilà, dans un truc qui coûte le triple de Bright. 320 millions. Et bah ça fait cher, 320 millions en fait pour repomper à peu près tout ce qui a été, eux, des vrais succès et des classiques. Parce que, je vais être honnête avec vous, The Electric State n'est plaisant que par ce qu'il repompe. Et Dieu sait que ça repompe. Mais alors, c'est du braser à ce niveau. C'est du braser à ce niveau en termes de pompage d'autres licences ou d'autres bandes originales, ou d'autres thématiques, ou d'autres personnages, ou voilà, c'est on suit la trame narrative de The Electric State, certes, mais alors d'un point de vue créatif, d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue traitement des personnages, personnalité, etc., musical ou autre, c'est terrifiant comment tu repompes absolument tout en moins bien. The Electric State, donc, qui stars Chris Pratt, vous le savez que j'aime beaucoup, Millie Bobby Brown. Je vais quand même vous donner les quelques noms, voilà, qui sont dans le film. Alors il y en a quelques-uns évidemment que j'ai en tête, mais c'est surtout pour vous situer ceux qui font leur voix, parce que j'ai quand même été assez
comment dire, marqué par ça. Donc on retrouve Stanley Tucci, évidemment. On a Jason Alexander, on a Giancarlo Esposito qui est dans le film. On est tous d'accord que Giancarlo Esposito est un acteur excellent. J'aimerais bien qu'à un moment donné, il fasse autre chose que toujours le même rictus, le même faciès, le même rôle. La seule chose qu'il y a de différent dans The Electric State, c'est que c'est un antagoniste qui devient relativement bon sur la fin, ou en tout cas qui a des valeurs et qui ne veut pas aller à l'encontre de ses valeurs et à l'encontre de tueries inutiles. Sinon, il a la tronche de Gus Fring, il a la tronche de son personnage dans le Mandalorian, qui avait la tronche de son personnage dans Captain America, qui avait la tronche de son personnage dans Far Cry. Gus Fring est en train de bouffer Giancarlo Esposito. Je le dis, j'adore Giancarlo Esposito, c'est un acteur que j'aime infiniment et qui a un charisme naturel et qui était formidable dans Breaking Bad. Il a fait beaucoup d'autres choses intéressantes, Do the Right Thing avec Spike Lee, etc. Il est en train de se faire bouffer par lui-même. Donc voilà, je vous le dis, hein, c'est que je commence à en avoir ras le cul des acteurs qui font toujours qu'un truc, surtout quand ces acteurs sont bons et qu'on ne leur propose systématiquement toujours que la même chose. Giancarlo Esposito donc, et puis alors après, on a Woody Harrelson, on a Brian Cox, Coleman Domingo, Alan Tudyk, Hank Azaria, notamment, hein, qui font certaines voix du film. Et je vais vous dire un truc, moi ça me fait rire parce que honnêtement, j'en étais à un stade dans le film où le plus intéressant pour moi c'était la VF. Où en VF quand même, on a Jérôme Pauwels, on a Dorothée Pousseau, on a Guillaume Orsat, on a Bruno Coel, on a Thierry Desroses, on a David Kruger. Enfin, on a un nombre incalculable de voix françaises cultes et iconiques où je me demande si ça fait aussi, là pour le coup, papy, parce que des mecs comme Bruno Coel ou machin, il y en a, ils ont pas beaucoup de dialogue, hein, mais il y a que du beau monde. Je me demande si c'est pas une volonté de The Electric State, de Netflix ou autre, d'avoir pris les plus grands pour aussi peut-être le marketing. Pour justement qu'il y ait beaucoup de voix cultes et que ça donne peut-être une opportunité marketing supplémentaire pour que les gens aillent voir parce que la VF en ce moment est en grande pompe et c'est normal puisque j'adore le travail de la VF, etc. Et que ils ont, c'est évidemment du bon travail qu'ils font sur The Electric State, ça y a pas de souci. Mais je me demande si Netflix a peut-être pas demandé à droite à gauche, voilà, d'avoir certains. Alors ils reprennent pour la plupart. Hein, leurs personnages, c'est-à-dire Woody Harrelson, c'est Jerome Pauwels, David Kruger, c'est Chris Pratt, Thierry Desroses reprend Gus, mais il y a certains, comme Dorothée Pousseau, ou même Bruno Coel, où on a aussi, pour un tout petit rôle, on a Emmanuel Curtil, qui est là aussi, et c'est vraiment des tout petits rôles. Alors du coup, je me suis posé la question. Mais c'est vrai que c'est pas grave, dans le sens où pour nous, ça nous rappelle encore que la VF est superbe et qu'ils font un travail génial. Mais je me demande si Netflix, comme on le sait en général aux États-Unis, ils peuvent choisir certains. Je me demande si Netflix et les ricains et les producteurs n'ont pas choisi que des grosses VF histoire d'amplifier le côté marketing. Mais là, pour le coup, c'est du bon marketing. C'est même ce que j'en dis, c'est que j'ai été plus intéressé par le travail de la VF et par la VF du film que par le film lui-même. Donc, donc voilà. Maintenant, pour vous resituer le contexte, maintenant qu'on a beaucoup parlé budget, que je vous ai donné le casting, que vous comprenez qu'à mon avis, le casting a dû coûter très cher, les effets spéciaux aussi, etc. Qu'est-ce que j'ai véritablement pensé de The Electric State ? C'est l'un des films où j'ai décroché le plus vite des nombreux films que j'ai vus ces derniers mois, voire dernières années. J'ai tenu environ 20-25 minutes avant de décrocher non seulement de l'histoire, mais aussi de la mise en scène, du rythme, de la tension et des tenants et des aboutissants des personnages. J'ai décroché. Il n'y a aucun sens du rythme, c'est long, c'est très très long. Quand bien même l'histoire peut être intéressante. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je la rappelle, on est dans les années 90. Bon, alors l'histoire est basée des romans graphiques, hein, mais c'est très intéressant sur le propos. On est dans les années 90, il y a une guerre entre robots et humains. On va créer évidemment
donc on part du principe que des robots vivent dans les années 90 parmi nous. Certains robots donc vont se soulever contre les humains. Il y a une guerre qui s'installe entre les deux et les humains vont créer des sortes de casques de réalité virtuelle pour être à l'intérieur de robots, donc pour les contrôler, pour combattre le feu par le feu. La guerre est gagnée, les robots sont parqués dans un endroit des États-Unis pour continuer à y vivre, une espèce de No Man's Land, et puis la vie reprend son cours, jusqu'au jour où un robot arrive du côté de chez Millie Bobby Brown, et je vous en dis pas plus pour évidemment éviter les spoils, mais il va y avoir tout un tas de configurations qui va l'emmener à rencontrer Chris Pratt, qui est lui accompagné d'un autre robot, Herman, qui lui fait un petit peu de deal, de matériel, etc. Et ils vont leur arriver tout un tas d'aventures, puisque je ne dirai rien de plus pour éviter les spoilers. Donc voilà, pour l'idée du scénario principal, ou en tout cas de ce qu'on veut nous laisser comprendre dans le film, dans l'œuvre, puisque je n'ai pas la connaissance des romans graphiques. Donc là, je vous parle vraiment de ce que le film nous propose. Passer cette histoire, je vous le dis, c'est lent, c'est monotone, il y a un manque total de rythme, on décroche beaucoup trop rapidement du process, et moi, c'est typiquement le genre de film qui m'énerve, parce que toutes les notions à peu près intéressantes qu'on pourrait découvrir dans The Electric State, c'est pas des notions propres à Electric State, c'est pas des notions propres au film, c'est ce que le film a repompé de partout. Quand vous regardez The Electric State, en termes de réalisation et de mise en scène, vous avez l'impression de voir du sous-Spielberg. Présence des enfants, importance de l'enfance, etc. Personnage un petit peu espiègle, même dans la musique, la photographie, etc. La morale du film et le côté forcément positif qui peut en découler derrière. Voilà, on a l'impression de voir du Spielberg dans le texte. Je trouve qu'il y a beaucoup de thématiques qui se rapprochent un peu de ce qu'on pourrait imaginer de ce que fait Spielberg quand il est dans ces configurations-là, ou éventuellement de Stranger Things. Je dis pas parce qu'il y a Millie Bobby Brown, mais on peut penser aussi à Stranger Things, la manière dont on réalise Stranger Things, etc., qui était lui-même, de toute façon, un hommage au cinéma, voilà, d'aventure des années 80-90, qui était aussi un hommage à toute cette pop culture-là. Donc Spielberg en fait partie, évidemment. Une sorte, voilà, de Ready Player One. Oui, je vais pas dire Ready Player One du pauvre, parce que Ready Player One, moi, j'ai beaucoup aimé, et Ready Player One, c'était voulu. Là, techniquement, on est que dans, comment te dire, du repompage. Ready Player One, c'était le concept fait que. Là, le concept, c'est Electric State, mais on repompe d'autres films, d'autres trucs, d'autres machins, pour créer un style, et pour créer son film. Sauf que c'est hyper feignant et c'est un peu le côté, c'est un peu le côté film d'action, film d'aventure science-fiction du pauvre de Netflix d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est vrai qu'on a l'impression de voir du Spielberg avec une vibe très années 90, voire même années 80-90 par moment, qui fait penser à Stranger Things. Différent, Stranger Things, le concept de Stranger Things était hyper intéressant. Et puis c'est une série qui est hyper bien écrite et avec quand même un vrai travail créatif derrière dans l'histoire, etc. Donc c'est quand même autre chose. Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus pertinent. Qu'est-ce qu'on a avec ça, donc, ce concept-là? On a Alan Silvestri qui revient à la bande originale. Et c'est indécent parce que globalement, vous regardez The Electric State, c'est la bande originale d'Avengers. C'est la bande originale d'Avengers. Il n'y a quasiment aucune différence en termes de bande-son qu'avec le travail qu'il a fait sur Avengers. Donc en gros, vous avez un sous-Spielberg avec une bande-son sous Avengers, avec un Chris Pratt habillé comme Star-Lord, qui parle comme Star-Lord, qui a troqué cette fois Rocket contre un robot, mais avec la même tonalité, les mêmes trucs, les machins. En plus, voilà, là on le voit, les cheveux longs. Attention, léger spoil, il se coupe les cheveux à un moment donné dans le film. Et alors, il met veste, je crois qu'il a un petit cuir à la fin, etc. C'est Star-Lord à tout cracher. Voilà, c'est genre, il n'y a aucune configuration intéressante, à part le fait que là, on a un Star-Lord qui a troqué Rocket contre un robot. Donc, encore une fois, c'est du copier-coller. L'histoire principale est... je veux dire, globalement, il y a énormément de plans qui font très Fallout. Donc, ils se sont pas foulés. Ils ont vu que Fallout, ça avait marché. Donc,
dans la musique, dans les décors, dans l'ambiance, ça fait très Fallout. Le concept original, je sais pas s'ils ont retenu que ça du roman graphique, j'imagine qu'il va un peu plus loin, on dirait iRobot. Donc tu mélanges iRobot avec un petit peu de Fallout, avec un petit peu de Spielberg, avec un petit peu de Stranger Things, avec la musique des Avengers, avec Star-Lord, t'as The Electric State. Et c'est pour ça que j'ai décroché, parce que le concept de base de The Electric State, je l'ai pas trouvé intéressant. Ce qui est terrible, parce que du coup, j'imagine que le roman graphique l'est beaucoup plus. Mais alors, en termes d'adaptation, ça donne pas envie du tout, quoi. Parce que tout ce que j'ai vu là, je me suis dit, bah, je l'ai déjà vu plein de fois. T'as Mother par Danzig, quand même, pour l'introduction de Chris Pratt, c'est juste ok. Ouais, mais oui, évidemment, parce qu'il faut mettre une musique rock'n'roll sympa quand Chris Pratt arrive, parce que c'est Star-Lord. On met Mary Jane's Last Dance de Tom Petty en intro, parce que c'est Star-Lord. Enfin, parce que c'est Star-Lord, parce que voilà, il faut être dans cette configuration années 80-90, un petit peu cool, mais ça a déjà été fait 20 000 fois. On a quand même, comment dire, on a quand même, à la fin du film, une instrumentale au piano de Oasis Wonderwall. Globalement, je veux dire, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ça arrive au beau milieu d'une instru, comme ça, machin, et c'est terminé. C'est-à-dire que si t'as même pas la configuration et si t'as même pas reconnu le Wonderwall d'Oasis, tu passes à côté. Mais quel est le message qui est véhiculé derrière? C'est ce que dit Sean, il décide de... Alors, Chris Pratt décide de couper les cheveux parce que le robot féminin lui faisait pitié. C'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sorte de scène de combat où eh bien, les robots parqués, les gentils robots, ceux vers lesquels ils se retrouvent, il y en a beaucoup qui se font détruire parce qu'il y a une sorte de mini-génocide à un endroit pour justement retrouver Millie Bobby Brown et ses acolytes. Et du coup, partant de ce principe-là, effectivement, Chris Pratt, il y avait un petit running gag avec un robot coiffeur qui voulait absolument le coiffer, décide de le faire pour montrer un petit peu le côté émouvant, émotionnel de la séquence, le traitement du personnage qui termine par de plus en plus avoir de l'affection, de la sympathie pour les robots et rentrer de plus en plus du côté des gens. Bon, bref, du vu et du revu, ça fonctionne pas. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Globalement, c'est un film que j'ai trouvé fade. Je lui ai mis 4 sur 10 parce qu'en termes de mise en scène, en termes de photos ou même en termes d'effets spéciaux et de visuels, c'est plutôt bien foutu. La réal est plutôt bonne. Il y a la photo sur certains plans nocturnes ou même par moments une photographie un peu chaude est plutôt pas mal. Les effets spéciaux sont bons, ça il y a rien à dire, les effets mais on l'a déjà vu 10 000 fois. On a tout déjà vu 10 000 fois. Il n'y a rien d'original. Et ça fait chier pour une création comme The Electric State qui est aussi originale niveau roman graphique. C'est que ça, on arrive à un truc où il y a dans la finition rien d'original du tout. Même dans les tenants et aboutissants, c'est-à-dire même sur la fin de l'œuvre, même sur la fin de l'œuvre et même sur le dénouement de l'histoire, etc., jusqu'au dernier plan, il y a strictement rien de fascinant, tout est attendu, les dialogues sont bateaux au possible. Voilà, c'est triste. C'est triste parce que ça a coûté 320 millions hors marketing quand même. 320 millions hors marketing. Tout ça pour ce final-là, bon, je pense que ça méritait mieux. Le truc avec le roman graphique, c'est que l'histoire de l'univers laisse énormément libre à l'interprétation. Là, de ce que j'entends, ils ont vraiment pris l'univers, ils l'ont traité avec des bases et le roman méritait mieux. Ah oui, oui, là, on le traite avec une base qui est, il y a un avant-guerre, un après-guerre. On parle de l'avant-guerre, on parle de l'après-guerre, on déroule ce qui s'est passé pendant ce temps-là, et on part du principe que les robots sont parqués à un endroit, la guerre est finie, et tout le monde est sur son casque. Ça, c'était une thématique qui était intéressante. Mais alors, oh le discours, oh le discours. Pour vous donner un ordre d'idée, tout le monde porte des casques de réalité virtuelle pour s'inventer des autres vies. Le procédé en 2025 de dire aux gens sortez des écrans, sortez de vos téléphones, sortez de ci, sortez de ça, c'est ça le vrai thème. Et essayez de faire en sorte justement comment dire, d'aller vers du concret. C'est-à-dire, certes, oui, ok,
On est trop sur nos écrans, on est trop sur les réseaux sociaux, on est trop sur l'ordinateur, on en a oublié de vivre, on en a oublié de penser aux autres, à la réalité, etc. Machin. Voilà. Ça, en gros, c'est ce que le film essaie de t'expliquer dès le départ, globalement, puisqu'ils ont tous des casques, machin, ok. Mais alors, le propos justement de se perdre au profit de la machine et au profit de l'irréel, du virtuel, c'est un propos qui est pertinent. Mais il n'est pas étudié du tout dans le film, pas du tout, du tout, du tout. Sauf à la fin, où Millie Bobby Brown, elle est devant une caméra, elle regarde, elle dit « Vous savez, il y a tout un monde derrière vos machines. Il ne faut pas oublier sa famille, ses amis, les gens qui sont vrais, réels. Il est là le véritablement. Va te faire enculer, frère. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Ça y est, gros. Putain, franchement, mais à la fin, tu regardes ça, t'as 4 minutes de ça où tu te dis, bah ouais, j'ai compris l'idée, tu vois. Mais là, t'as la subtilité, s'il te plaît, d'un élan. Qui est en train d'essayer de se faire une piste noire aux stations de l'Amoura dans le Jura, bah frère, non. Bah non. On avait compris. En fait, ta thématique qui est intéressante, on la comprend. Tu la laisses pendant 1h45 et tu la reprends à la fin pour donner un message à l'humanité. Ouais, en fait, ce serait bien qu'on pense un peu plus aux autres et qu'on soit moins derrière les écrans. Vous savez, le réel, c'est mieux que le virtuel. Frère, c'est un film Netflix. T'es sur une plateforme qui incite à regarder, à consommer, 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 consommer la plupart du temps que de la merde. Et tu nous demandes de pas penser au virtuel. T'es mignon, mon frérot. Vous êtes mignons, les Rousseau. Franchement, je sais pas si à un moment donné, c'est la même thématique qui est abordée comment dire. Je sais pas si c'est la même thématique qui est abordée dans le roman graphique. Mais alors, si c'est un peu en dilettante et que là, techniquement, ils ont pris cette option-là, non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Netflix, à cause de qui on a eu 67 spin-offs de la Casa des Papel, que la Casa des Papel a marché une saison, depuis c'est devenu de la merde, parce que Netflix a vu Money Money et que du coup ils en ont rajouté beaucoup trop. Netflix qui a peut-être pourri aussi le truc du poulpe là, Squid Game, en faisant un tel raz-de-marée après la première saison qu'ils en ont fait une deuxième apparemment qui est pas bonne, mais on s'en fout, du moment qu'à Burger King on peut avoir les chaussettes Squid Game, il n'y a pas de souci. Non, c'est Netflix qui te dit passe moins de temps en virtuel et moins de temps sur les écrans et pense à avant tout aller dehors, machin, etc. Ah, Et c'est ça qui est dommage, c'est que, bah, oui, dans l'idée, il y a une vraie question derrière ce film-là, il y a une vraie, mais elle n'est pas développée. Et encore une fois, c'est ça qui est dramatique parce que d'un point de vue de réal, derrière la caméra, cadrage, mise en scène, il y a des choses plutôt intéressantes parce que c'est du vu et revu, mais c'est pas honteux. Ça vaut pas 10%. D'un point de vue photographie, ça vaut pas 10% sur Rotten Tomatoes. D'un point de vue visuel et esthétique, c'est plutôt bien foutu. C'est vrai que c'est quand même relativement riche. Ça vient pas vraiment d'eux. Et puis après, ils repompent tout. Donc ça vaut 4 sur 10. J'ai pas envie de mettre en dessous parce que globalement, justement, il y a quand même ce minimum de savoir-faire là. Mais jamais de la vie, ça devient plus parce que c'est pas votre film, les gars. Vous avez repompé Stranger Spielberg avec Star-Lord, la musique des Avengers, dans un décor à la Fallout, pour adapter un roman graphique dont visiblement vous n'avez pas compris grand-chose, et vous vous êtes dit, voilà. Alors, point positif, attention, personnellement, je suis pas un grand fan de l'acting de Millie Bobby Brown, qui, à part dans Stranger Things, parce qu'on lui demande d'être très monolithique, n'a jamais été très talentueuse ailleurs. C'est pas quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma, elle l'a dit, de toute façon. Très belle performance, je trouve, de Millie Bobby Brown, qui passe de 1 à 3 expressions faciales. Elle est capable de rire, de pleurer, et maintenant aussi d'être monolithique. Donc elle a quand même rajouté deux choses à son panel. Elle est toujours monolithique, mais maintenant elle est capable de pleurer et de rire. Je sais pas combien il y a de prises ont été faites pour ça, mais bravo, parce que banger total, je veux dire, elle a quand même triplé. Elle a quand même triplé son cursus. Très bien. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. On y croit zéro. Là, je rigole, mais le jeu de Millie Bobby Brown, on y croit zéro. À moins qu'elle soit Eleven, et elle sera toujours très bien en Eleven, parce qu'à mon avis, ça lui colle à la peau et que
Il y a rien à jouer, ou presque. C'est pas possible. J'adore Chris Pratt, hein. Ça me fait chier de le voir là-dedans, hein. J'adore Chris Pratt, ça me fait chier de le voir là-dedans. Et là, c'est du sous Star-Lord. Les émotions fonctionnent pas. Je veux dire, quand il tente de jouer l'émotion, j'adore Chris Pratt, je reconnais, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Mais parce qu'à un moment donné, Chris Pratt, moi j'ai beaucoup l'aimé, il n'y a pas de souci. S'il fait toujours que Star-Lord et Owen Grady, ça finira par plus fonctionner. Owen Grady, dans le 3e film, c'était déjà beaucoup plus dur à être convaincant. Parce que déjà, le film était mal écrit, on lui donnait pas grand-chose, et puis au bout de 3 fois, toujours pareil. Dans le 2, il avait plus de profondeur. Star-Lord, il est très bien, Star-Lord. Je veux dire, dans les 3 Gardiens de la Galaxie, il est excellent. Mais parce que James Gunn avait l'avantage de lui donner toujours des profondeurs différentes. Là, il n'y a rien. Là, c'est du sous-Star-Lord. Quand je vois Coleman Domingo, qui a une scène de 1 minute où je me dis, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? T'as une scène qui dure 1 minute. T'as été oscarisé, enfin, t'as été nommé aux Oscars. Qu'est-ce que tu vas te foutre de te perdre là-dedans? Qu'est-ce que Domingo fait là? À moins que ce soit pour être sympa, quoi. Le qui s'est dit, tiens, bah ça, ouais, pourquoi ça, je vais m'éclater là-dedans. Je connais les gars, c'est des potes. Bon, ils m'ont proposé. Tu te demandes ce qu'il vient faire là-dedans. Je pense, il le sait, 320 millions. T'inquiète pas que les acteurs ont pris un max, ils s'en branlent du film. Mais moi, je suis pas sûr, papy. Je suis pas sûr parce que, encore une fois, The Electric State, basé de ce roman graphique c'est un film qui pouvait être ambitieux. Je pense qu'il y avait certains acteurs qui se disaient, ah bah ouais. Il y a des acteurs qui peuvent se dire, au-delà du cachet, je connais le roman graphique, c'est ultra ambitieux, bah attends, ça peut être réussi. Parce qu'il n'y avait pas, je veux dire, il y avait pas de... Moi, je l'ai dit, hein, quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais pas en mode, forcément, ça va être loupé. Je me suis dit, écoute, alors les frères Rousseau, c'est pas non plus des foudres de guerre, mais bon, ils ont Avengers, ils ont fait lesquels? Ils ont fait les 4 Avengers, c'est ça? C'est tout? Non, ils ont pas un ou deux films avec Tom Holland, plutôt sympathiques, globalement plutôt pas mal. Avengers Infinity War était plutôt bien. Après, c'est des mecs, enfin, c'est pas des, j'irai pas jusqu'à dire que c'est des yes man, parce que, enfin, quoique, disons que c'est des bons yes man. Ouais, disons que en fait, c'est des bons yes man qui savent quoi reprendre quand il faut le reprendre. Winter Soldier, ils ont repris un petit peu à droite à gauche pour faire un film plutôt correct j'allais dire d'investigation, mais un peu thriller. Ils savaient où ils devaient reprendre, ils ont repompé pour Winter Soldier. Les Avengers, ils ont pas mal repompé James Gunn et les Gardiens quand même, surtout sur Infinity War. Electric State, ils repompent Spielberg, machin. Bon, c'est des plutôt bons yes man capables de tenir une caméra, de faire une photographie assez cool, du moment qu'ils savent et qu'ils ont déjà un exemple pour pouvoir faire la même chose. C'est pas des créateurs. C'est ce que dit Walker, c'est pas des créateurs, c'est des faiseurs. Je suis assez d'accord avec ça, c'est bien retranscrit. C'est pas des créateurs, c'est des faiseurs. Sauf que, à mon avis, pour un truc comme ça, il faut un créateur. L'occasion pour moi de vous le dire. Neil Blomkamp. Ah bah vous mettez Neil Blomkamp sur The Electric State? Ah bah là. Ah bah là c'est autre chose. Ah bah là oui c'est autre chose. Parce que trouve un mec, District 9, Elysium, Chappie, Grand Turismo. Trouve un mec plus adepte, plus à même de faire ça. Moi j'en ai 2 autres éventuellement, Gareth Edwards ou Matt Reeves. L'avenir appartiendra au cinéaste. Mais pour moi c'est Neil Blomkamp. Spoiler, son Starship Troopers il va être incroyable. Parce que si vous ne le savez pas, Starship Troopers va revenir, un reboot est en préparation avec Neil Blomkamp à la réal. Neil Blomkamp sur Starship, frérot. Ah ouais. Parce que Starship Troopers, le prochain film, ce sera pas comme Verhoeven, ça va beaucoup plus reprendre le livre. Donc comme ça va reprendre le livre, on va pouvoir oublier celui de Verhoeven, repartir sur autre chose et avoir une nouvelle proposition plus fidèle du bouquin. Donc finalement, c'est plutôt intéressant d'avoir un nouveau Starship Troopers dans cette configuration-là. Matt Reeves, il a produit une mini-série qui s'appelle Tales from the Loop et qui adapte aussi ce roman visuel. Spoil, visuellement, c'est fantastique. Oh bah tu vois, comme quoi, hein, je le savais pas et pourtant j'ai cité Matt Reeves derrière. Moi je pense, ouais, des mecs comme ça. Des mecs comme Matt Reeves, des mecs comme... Mais putain, Neil Blomkamp. Mais je ne comprends même pas que les studios aient pu... Enfin si, évidemment.
Parce qu'ils sont pas cons. Si t'as les Rousseau, t'as Chris Pratt. Si t'as les Rousseau, t'as Alan Silvestri. Si t'as les Rousseau, tu peux leur demander ce que tu veux, ils le feront. Mais c'est pas pareil avec Neil Blomkamp. C'est pas pareil avec Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, il aurait été là, c'était parfait pour lui, ça. Chappie, District 9. Regardez les mechas de District 9, ils sont assez proches des mechas humains enfin, que les humains utilisent d'ailleurs de The Electric State. Gran Turismo, il l'a vu sur tout ça. C'est génial. C'est génial. Iron Man aussi. Ben non, mais Iron... et tu sais quoi, Soul? J'aurais préféré John Favreau. À la limite, tu vois, tu veux un mec plutôt yes man, mais qui a quand même un peu de talent, tu prends John Favreau. Ah ouais, je préfère 50 fois John Favreau que les frères Rousseau. Hein. John Favreau, honnêtement, c'est pas un mauvais réal et il essaye, il tente des trucs. Hein. Moi, je préfère John Favreau là-dessus. Hein. Ah, c'est pas non plus le haut du panier, mais si je devais prendre un gars entre guillemets issu de Marvel, bah, je préfère John Favreau, moi, aux frères Rousseau. Donc voilà, Netflix, ils ont bossé avec, effectivement, ils ont bossé avec les Rousseau, c'est plus facile de les avoir. Netflix, bah ça aurait peut-être moins parlé, c'était peut-être moins... Blobcamp, pardon. Blobcamp, c'était peut-être un peu, comment dire, c'était moins vendeur, possible que Neil Blobcamp, c'était moins vendeur. Donc du coup, ils sont pas allés le chercher, et pour moi, c'est une grave erreur, parce qu'un mec comme ça, là-dessus, aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Je vais être tout à fait honnête avec vous, hein. Là, on parle de... On fait toute une thèse autour des problèmes du film. C'est criant de vérité. Le film en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Je me souviens de pratiquement pas des dialogues, je me souviens pratiquement pas des personnages, de séquences marquantes, pardon, j'ai décroché au bout de 20 minutes. Si, voilà. J'étais content parce que le père adoptif de Millie Bobby Brown au début du film, c'est le joueur d'échecs qui affronte Malcolm dans la série Malcolm. Voilà, il y a un épisode où il affronte un joueur d'échecs qui finit par se barrer et qui a des dettes à outrance. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je retiens. C'est Coleman Domingo une minute, Warner Wall au piano et un personnage qui arrive de Malcolm. C'est lourd, 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 lourd. Rien d'autre. Et si, le Gus Fring. Voilà. Gus Fring. Ouais, Giancarlo Esposito qui fait du Gus Fring. Et alors, vous inquiétez pas, hein, vu la scène post-générique, il y aurait une suite si ça marche, ça m'étonne pas. Hein. Ça, c'est parce que t'es aigri. Mais je suis giga aigri. Je suis une merde. Mais je suis une merde. Je suis une merde. Mais non, non, mais enfin, je vous dis, c'est pas suffisant. On s'endort. On s'endort devant ce film-là. Et le peu de choses bien ne viennent pas du film. C'est triste. C'est triste. Mais pourtant, j'y croyais. Je vais pas faire le gars, je vais pas faire papy. Voilà, je vais pas faire mon papy à dire c'était sûr, c'était de la merde. Parce que globalement, bah moi, j'avais l'impression quand même qu'il tentait de faire un truc un minimum ambitieux. Et alors, c'est bien le mot qui est le plus éloigné du mot. C'est le film qui est le plus éloigné du mot ambition. Hein. Et vous savez quoi, ça me fait chier parce que Papy, en ce moment, je suis d'accord avec lui sur tout. Soit ça veut dire que je deviens un putain d'aigri de bandeur de film indé, mais Papy, à chaque fois, je lui dis non, mais tu sais, je vais regarder peut-être que. Et je regarde et je dis à Papy non, mais t'avais raison en fait. Non, bah oui. Ça va marcher, après tout, ils vont bien réussir à faire une suite de Sous la Seine. Ouais, mais Sous la Seine, c'est pas pareil. Sous la Seine, film français. Donc, curiosité de voir un film français qui parle de requins, des requins à Paris, carte postale, film d'horreur. Ça avait tout pour fonctionner. Là, ça, c'est pas son meilleur film. Mais quand je vois que Mikey 17, Mickey 17 va sortir directement en VOD là dans les prochaines semaines parce que le film fait un flop monumental, fait chier quoi. Mickey 17 flop, et si ça marche, enfin bon, on va pas répéter sans arrêt la même chose.
Et pourtant, Mickey 17, c'est pas le meilleur film de Bong Joon-ho, hein. On va pas répéter 150 fois la même chose. Si vous voulez que je vous dise. On est saut 2024 à se plaindre sans arrêt des films qui marchent pas quand on voit les merdes qui marchent. Tu sais pourquoi tu dis des choses uniques, ne pensant pas au général. Tu viens de citer Jason Alexander pour son rôle dans Malcolm et non Seinfeld, c'est merveilleux de penser comme ça. Et bah Seinfeld, j'ai pas vu. Seinfeld, j'ai pas vu, donc je peux pas dire. Maintenant, moi j'ai ma rêve de Malcolm, ouais, parce que c'est un acteur que j'aime bien et ça m'a voilà, ça m'est venu tout de suite. Mais j'ai pas vu ça. Mickey 17, Megalopolis, Joker 2, putain j'ai le seum que ça avait pas marché. Furiosa aussi, oui, Furiosa aussi. Non mais c'est voilà, hein. Fini les saltimbanques. Non, mais c'est dommage parce que c'est dommage parce que pour le coup, tu vois, les Rousseau là, ils avaient le moyen de faire un truc avec inspiré de ce roman graphique là, d'assez intéressant. Ils avaient moyen de faire un truc intéressant, ils avaient moyen de faire un truc ambitieux, de donner des lettres de noblesse à un roman graphique qui apparemment a l'air ambitieux, de me prouver que Millie Bobby Brown est capable de jouer la comédie, de donner un truc un peu différent à Chris Pratt, même si c'est du sur-mesure pour lui, et bah d'aller chercher un peu plus loin, Puis là, il y a une scène larmoyante entre Chris Pratt et le robot, lui qui est avec là, Herman. C'est tellement long et gênant. Non, c'est pas bien, hein. C'est 4 sur 10. 4 sur 10, c'est pas bien. Voilà, hein, je pense qu'on tient un des flops de l'année 2025. Euh, à mon avis, hein, assez largement. C'est dommage. C'est dommage. Tu dois faire un docu sur ce mec. Mais après, moi, Star-Lord, je kiffe. Owen Grady, je kiffe. Parks and Rec, je kiffe. Il a été dans des films sérieux, hein. C'est ça qui fait chier. Il a fait des trucs avec Catherine Bigelow, quand même. Il était dans Her, aussi. Il a fait The Kid, quand même, hein, où il incarne un méchant dans un film de Vincent D'Onofrio contre Ethan Hawke. Tu te dis, bon, tu sais, en fait, moi, je regarde Chris Pratt, je me dis, il y a largement moyen, en fait, qu'il surprenne. Et c'est un bon acteur qui est capable de faire plein de trucs. Mais bon, là, s'il se cantonne là-dedans, bah, ça va devenir comme Giancarlo Esposito. Ça va devenir un peu des caricatures d'eux-mêmes, quoi. C'est des mecs, qu'est-ce que tu veux qu'on leur dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on leur dise? Ils font toujours la même chose. Et si ça continue comme ça, ils feront toujours la même chose. Giancarlo Esposito, c'est flagrant. Putain, là, tu regardes, je l'ai vu un mois avant dans Captain America, c'est le même personnage. Le même personnage. À part que là, il devient un peu sympa sur la fin. Oh, c'est con quand même. C'est con. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais ouais, non, c'est assez triste. J'avoue que c'est assez triste. Surtout quand tu vois que c'est un film qui, pour moi, pouvait avoir une ambition correcte. Il faudrait faire un conseil d'orientation à Chris Pratt d'aller dans quelle meilleure direction. Parce que si ça continue comme ça, à la fin, je vais juste dire qu'il fait un talk show. Ben non, il fera pas. Non, mais bon, il sera toujours bankable, hein, Chris Pratt, hein, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais bon, Giancarlo, c'était la seule chose à sauver de Far Cry 6, mais c'est vraiment pour son aura à lui, parce que sinon c'est du gâchis de talent. Ouais, mais parce qu'il joue le même mec encore. Je veux dire, il joue toujours bien, il y a pas de souci, mais s'il joue toujours la même chose, ouais, c'est du gâchis, c'est chiant. C'est chiant. Enfin bon, on va s'arrêter là pour ce soir. C'était The Electric State et c'était pas foufou. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'était pas dingo. Mais bon, on va faire avec récemment avec Megalopolis qui l'a exploité différemment. Oui, oui, c'est vrai que dans Megalopolis, il était un brin différent. Mais bon. Tiens, bah, Sydney Sweeney. Merci Sophie pour le 44e mois. Merci beaucoup. Comment ça va, Sophie? Sophie qui nous met une petite alerte Sydney Sweeney. Sydney Sweeney, super actrice. Super actrice, il n'y a rien à dire. Dans Euphoria, elle est brillante. Sydney Sweeney, si elle continue comme ça, elle aura deux carrières.
photo, lingerie fine et film de merde. Parce que elle, alors, personne n'est, comment dire, c'est pareil pour Chris Pratt et les autres, personne n'est en droit de préciser ce que eux veulent du moment qu'ils aiment le faire. Parce que si Chris Pratt adore ce genre de rôle et qu'il n'a pas envie de faire autre chose, c'est tout à son honneur. Si Sydney Sweeney, elle est plus dans le style égérie de parfum, c'est ça que je disais, photo et lingerie fine, c'est genre égérie de parfum, modèle, mannequin, photo, etc. Et qu'en même temps, elle continue sa carrière, malheureusement, dans des films un peu à la con, mais où elle a des rôles principaux, style, ouais, bah, des Madame Web, où elle a des rôles machin, ou des films d'horreur ou quoi. Et à partir du moment, à partir du moment où elle fait ce qu'elle aime, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me fait chier en tant que spectateur, c'est que Sydney Sweeney, elle a un talent fou. Ça me ferait chier que on ne la considère que pour justement sa plastique et les films de merde qu'elle a fait. Parce que Sydney Sweeney, c'est bien plus qu'une plastique. C'est une femme qui est magnifique, certes. C'est une égérie, certes, mais c'est une super actrice ultra talentueuse. Et faudrait en fait, qu'on la voit différemment. Et pour ça, faudrait qu'elle ait des propositions différentes. Après, si elle aime faire ce qu'elle aime, personne n'a le droit de contester. Mais il faudrait qu'elle aille, ouais, dans d'autres configurations, qu'elle fasse des choses, je pense, différentes, qu'elle aille exploiter d'autres horizons. Parce que c'est une actrice qui peut, elle est immense, Sydney Sweeney dans Euphoria. Et j'espère la même chose de Jacob Elordi, de ce que fait Zendaya. Zendaya, elle aussi, elle est égérie. Alors elle fait tout. Elle fait de la musique, elle est égérie, parfum, vêtements, tout ça, machin. Mais quand tu la regardes dans Malcolm and Barry, dans Dune, dans Challengers, elle se challenge justement tout le temps. Oui, c'est justement ça, Sean. C'est quand tu regardes les entrevues de Sydney Sweeney et quand tu regardes comment elle parle et comment elle est bien plus qu'un physique. Elle a une super personnalité, elle est drôle, elle pourrait être excellente dans la comédie. Elle est drôle, elle est pétillante, elle joue bien. Et j'aimerais la voir dans autre chose. J'aimerais vraiment la voir dans autre chose. Mais ça, c'est des Sydney Sweeney, malheureusement, bah, si elle va pas dans d'autres propositions, j'ai peur qu'elle se cantonne qu'à ça, comme Chris Pratt là actuellement, comme Giancarlo Esposito, comme Millie Bobby Brown. Mais Millie Bobby Brown, je veux dire, je pense qu'il y a... Elle, c'est pas pareil. Enfin, je veux dire, Sydney Sweeney a 1000 Millie Bobby Brown dans chaque genre. Sydney Sweeney, l'actrice est exceptionnelle. Millie Bobby Brown ne sait pas jouer la comédie. Genre, c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'elle fait. C'est plat, puis à mon avis, elle fera ça toute sa vie. Je la vois pas un jour elle être récupérée par un Scorsese ou par un ou arriver direct dans A24. Ah d'ailleurs, papy, le réalisateur ou la réalisatrice, je sais plus, de Thunderbolt a dit qu'apparemment Thunderbolt, le mood était voulu comme un film à 24. Ouais, on verra, hein. On verra. Après, en vrai, le seul film pour moi qui a un mood un peu à 24, c'est Les Éternels. C'était pas si mal, Les Éternels. Enfin, on est loin de The Whale. Hein. Après, Tom Cruise nous avait dit que The Flash était fabuleux. Hein. Voilà, bon. Sur ce, on va vraiment y aller, messieurs, dames. Je vous fais un bisou, je vous dis à la prochaine. Si vous êtes là de YouTube, venez sur Twitch, on s'y sent bien. Si vous regardez de Twitch, je vous souhaite une bonne nuitée. Je vous dis à demain pour Last of Us 2. Et ça fait